Après l'hommage, les justifications. Mardi, Christophe Castaner a été sommé de s'expliquer après l'attentat survenu à la préfecture de police de Paris. Face aux députés, le ministre de l'Intérieur a été chahuté alors qu'Emmanuel Macron a appelé à la plus grande vigilance. C'est la 8e fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les retraités ont défilé dans plusieurs villes de France avec pour principale revendication une réelle revalorisation de leurs pensions et une augmentation de leur pouvoir d'achat. Depuis quelques années, une application pour passer au crible vos achats fait un véritable tabac. Avec un système extrêmement simple, Yuka renseigne le consommateur au-delà des messages marketing. Un procédé qui commence déjà à faire plier certains industriels de la distribution. Madame, Monsieur, bonsoir. Marathon de la récupération pour le parti présidentiel. Près d'une semaine après le drame de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes en appelant à faire bloc contre l'hydre islamiste. Une sortie forte pendant que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devait quant à lui s'expliquer devant les députés. Thibaut Bastide. La journée a été longue, très longue pour Emmanuel Macron et Christophe Castaner. Mardi, soit 5 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur ont dû faire face à leurs responsabilités. Des responsabilités à des niveaux différents. En effet, comme bien trop souvent ces dernières années, Emmanuel Macron a prononcé un discours d'hommage aux 4 victimes de Mickaël Harpon, ce fonctionnaire islamiste habilité au secret défense. Lors de sa prise de parole, le président, rompu à cet exercice depuis sa prise de fonction il y a 2 ans et demi, a donc répété sa volonté de lutter contre l'hydre islamiste et a appelé la nation tout entière à faire bloc. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La vigilance et non le soupçon qui corrode. La vigilance, l'écoute attentive de l'autre, l'éveil raisonnable des consciences. C'est tout simplement savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. Un discours offensif de la part du chef de l'État, cependant, il est loin d'être novateur. En effet, avant lui déjà, en août 2016, après les attentats islamistes de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, François Hollande avait souligné la nécessité d'une vigilance de tous les instants face au terrorisme islamiste. Une rengaine qui revient donc en boucle, mais cette fois-ci, Emmanuel Macron est allé un peu plus loin que son prédécesseur. Si le chef de l'État a tapé du poing un peu plus fort que précédemment, il n'en demeure pas moins que son discours reflète une forme d'impuissance de la part des institutions et donc de son gouvernement. Par ailleurs, en appelant toute la nation à faire bloc, Emmanuel Macron a également élargi le spectre, comme pour camoufler les errements de son ministre de l'Intérieur et le dédouaner en partie de ses responsabilités. Surtout qu'au même moment, Christophe Castaner était attendu au tournant par la délégation parlementaire au renseignement et surtout par les députés lors des questions au gouvernement. D'ailleurs, pendant plus de 2 heures, les députés d'opposition, dont certains réclament depuis plusieurs jours sa démission, n'ont pas manqué de le chahuter. Très critiqué depuis l'attaque, le locataire de la place Beauvois a donc été interpellé et sommé de s'expliquer sur sa prise de parole erronée et sur les liens qu'entretenait Mickaël Harpon avec un imam radicalisé. Face au feu des critiques auxquelles Christophe Castaner a répondu par le nombre d'attentats déjoués depuis le début de l'année, c'est bien le Premier ministre Édouard Philippe qui est monté au créneau comme pour sauver un soldat blessé. Le chef du gouvernement a rendu hommage au travail des forces de l'ordre, assurant également que toute la lumière serait faite, tout en évoquant la revue d'ensemble des effectifs du renseignement français que souhaite l'exécutif. Cette mesure consistera à vérifier individu par individu que des signaux faibles n'auraient pas été émis et pas pris en compte. Si Christophe Castaner a de nouveau pu compter sur le soutien de son ange gardien Édouard Philippe, son calvaire parlementaire n'est pas terminé. Il est attendu jeudi matin par la commission des lois du Sénat.
Les seniors dans la rue, alors que les manifestations s'enchaînent mardi, c'était au tour des retraités. Partout en France, ils sont venus battre le pavé à l'appel de nombreux syndicats et associations. De nombreuses revendications, mais un but ultime, l'augmentation de leur pouvoir d'achat. Un reportage de Géraud Dufayet. Aucune hésitation contre la réforme. On doit être dans l'action. Le pouvoir d'achat des retraités en chute libre depuis 25 ans. À l'appel de 9 syndicats et associations de retraités, et pour la 8e fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, près de 2000 personnes ont défilé hier à Paris pour réclamer une hausse générale des pensions. Tout augmente, mais pas leurs ressources. Beaucoup n'arrivent plus à finir leur fin de mois. Certains vivent même dans la misère. Un nombre croissant de seniors sont contraints de travailler pour compléter leurs pensions trop maigres. Leur première exigence est de pouvoir vivre décemment. Là, on a une retraite qui est absolument en train de baisser. Parce que face à Macron et ses réformes de merde, excusez-moi l'expression, il est temps qu'on se bouge. Ça fait longtemps qu'on bouge aussi, mais voilà. J'avais l'habitude d'aller au théâtre 1, 2, 3 fois par an. Là, ça fait au moins 3-4 ans que j'y suis pas allé. Sachant que, mettons, tous l'électricité, les transports, augmente chaque année, ce qui fait que je me réduis. Je pense que quand on a une petite retraite, il faut avoir un travail à côté si on ne veut pas être diminué de tout, quoi. Il y a aussi des gens qui travaillent dans des petits boulots. Moi j'en ai vu à distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres. Ils avaient mon âge. C'est pas normal. Macron, il est bien gentil, ce président. Il a été élu légalement, paraît-il. Mais moi j'estime que la Constitution, il faudrait la revoir parce qu'il n'a aucune expérience. Mais des retraités dans la misère, ça y en a. Comment voulez-vous, avec des retraites à 600, 700, 800 euros par mois, quand vous avez un loyer qui est au minimum de 250, 300 euros, quoi. Et parfois beaucoup plus. Donc il reste pratiquement plus rien pour vivre, quoi. Alors c'est des aides sociales, c'est des copains qui vous invitent à manger un peu plus souvent mais il y a de la misère. D'autres rassemblements avaient été organisés partout en France, comme à Marseille, Nice ou encore Clermont-Ferrand. Les retraités avaient déjà obtenu un recul du gouvernement sur quelques points, comme la CSG réduite pour certains. Mais la colère est toujours présente et leurs exigences constantes. Augmentation de toutes les pensions, suppression pure et simple de la hausse de la CSG, retraite à 60 ans, rétablissement des services publics de proximité, réindexation des pensions sur le salaire annuel moyen. Les revendications sont nombreuses. Oui, alors je suis là au nom de mon groupe parlementaire, celui de la France Insoumise, pour soutenir la mobilisation des retraités aujourd'hui contre la réforme des retraites et pour avoir une véritable retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous. Voilà, et en plus les retraités nous font une magnifique démonstration de solidarité parce qu'eux ne seront pas impactés par la réforme des retraites à venir. Et donc c'est vraiment par solidarité, parce qu'eux ont réussi à se battre à leur époque pour avoir cette retraite-là, qu'aujourd'hui ils se continuent à se battre pour que des gens comme moi, de ma génération et d'autres, puissent avoir une retraite, parce que beaucoup de gens de mon âge se disent de toute façon la retraite on l'aura jamais, on n'en verra jamais la couleur. Moi aussi mon pouvoir d'achat a baissé parce que les pensions étant bloquées, elles ont même baissé quand il y a eu l'augmentation de la CSG. Ça a été rétabli depuis, mais on n'a pas rattrapé ce qu'on a perdu pendant 6 mois, 1 an, quoi. C'est une arnaque cette affaire-là, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on veut supprimer tout ce qui est cotisation pour passer ça en impôt. Donc l'impôt, ça veut dire que ce ne sont plus comme à l'instauration de la protection sociale, ce ne sont plus les richesses produites par le travail qui financent la protection sociale. Et ça, c'est scandaleux. Parce qu'on pense qu'on est concerné par cette réforme qui est à venir, parce que c'est une retraite à points et c'est tout à fait injuste malgré les mots qui traversent le discours de monsieur Macron et ses ministres en disant la justice, contre les régimes spéciaux, etc. Mais on sait quelle société il est en train de nous préparer. C'est une société de la précarité, de la non-solidarité, du chacun pour soi. Quand on voit les salariés du privé, quand ils arrivent à se mobiliser contre les ordonnances travail, etc., on a réussi à arriver à 1 million. Si tous ces gens se mettaient tous ensemble, on pourrait avoir 2 à 3 millions de personnes dans la rue, avec les gilets jaunes qui vont avec, les manifestations pour le climat, etc. Donc voilà, moi je suis venu apporter mon soutien en espérant dur comme fer
qu'on finisse par se retrouver tous et toutes ensemble le même jour, à la même heure dans la rue, parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de faire plier ce gouvernement. Gilets jaunes, avocats, personnel hospitalier, policiers, manif pour tous et retraités. Le gouvernement doit faire face à la colère d'une large partie de son peuple. Une colère qui n'est pas prête de s'éteindre. Les syndicats annoncent déjà de nouvelles manifestations à venir. Et si votre téléphone vous aidait à faire vos courses? C'est le pari qu'a fait Yuka, une application pour mobile. Grâce au code barre des produits, les ingrédients sont décryptés en quelques secondes. Une idée qui fonctionne de plus en plus. Explication, Floriane Janin. Sucre, lipides, glucides, vos aliments n'auront bientôt plus de secret pour vous. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé Yuka, une application pour téléphone connecté. Le procédé est on ne peut plus simple. Après le lancement de l'application, il suffit de scanner le code barre du produit. Une manipulation très rapide qui a déjà su conquérir plus de 12 millions d'utilisateurs. Au départ du projet, sans doute l'opacité qui règne sur la composition des produits que l'on s'apprête à acheter. Face aux listes incompréhensibles de fabricants ou aux codes couleurs et autres chartes graphiques péniblement mises en place par les pouvoirs publics, Yuka a voulu faire au plus simple en donnant une impression générale pour les produits du rouge à éviter au vert, plutôt sans danger pour la santé, assorti d'une note sur 100. Un descriptif plus détaillé passe en revue les composants pour les passionnés de diététique, mais pas seulement. En effet, les allergènes sont également recensés pour éviter toute intoxication. Au-delà de l'alimentation, Yuka peut aussi être d'une aide précieuse pour les cosmétiques trop souvent enrichis de produits chimiques, plus nocifs qu'autre chose. Telle une véritable base de données, Yuka est mise à jour régulièrement. En effet, l'application est participative, ainsi elle s'enrichit de jour en jour grâce à ses usagers. Des usagers qui en redemandent. En effet, ils sont 94% à déclarer avoir renoncé à certains produits après le passage au crible de l'application. Sans surprise, l'application a désormais un impact sur les industriels. À titre d'exemple, le président d'Intermarché a déclaré qu'il allait reformuler 900 de leurs recettes en supprimant 142 additifs pour avoir les produits les mieux notés possibles. Dans ce cadre, les soupes Knorr ont supprimé les sucres ajoutés et certains conservateurs. Les gâteaux apéritifs TUC sont moins gras et moins salés. Fleury Michon a lancé un jambon sans nitrite. Des changements ont finalement été contraints par les consommateurs. Un cercle plutôt vertueux où les citoyens ont décidément plus de poids que les pouvoirs publics eux-mêmes. Et on reste avec Floriane Janin pour l'actualité en bref. Donald Trump persiste et signe. La Maison-Blanche ne coopérera pas à l'enquête menée par le Congrès sur l'affaire ukrainienne après la procédure d'impeachment. Après le discours de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, Pat Cipollone, avocat de la présidence, a répondu par une lettre de 8 pages estimant que l'absence d'impartialité poussait la Maison-Blanche à refuser de collaborer à l'enquête. Rappelons qu'il s'agit de la 3e tentative de destitution d'un président américain, dont une contre Bill Clinton. Jamais aucune n'a abouti. Un voleur qui a du nez, une montre d'une valeur de 800 000 € a été dérobée à l'arraché à un homme d'affaires japonais. La montre en question serait un modèle tourbillon Diamond Twister de la marque Richard Mille. Dans sa fuite, l'assaillant aurait laissé tomber un téléphone portable. Une enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne. La France copie la Chine. À partir de novembre, les Français pourront utiliser sur Internet l'authentification par reconnaissance faciale, faisant de la France le premier pays européen à généraliser ce service. Un projet présenté sur le site du ministère de l'Intérieur qui a rapidement été contesté concernant notamment la sécurité des données. En effet, une fois enregistrées dans le Big Data, les données sur la reconnaissance des visages pourraient servir à toutes sortes de techniques de contrôle, comme c'est déjà le cas en Chine. Lénine Moreno a pris ses jambes à son cou. Lundi, le palais présidentiel de Carondelet a été évacué après de violentes manifestations de milliers d'indigènes venus à Quito pour protester contre la hausse du prix du carburant décrétée par le président équatorien. Face à la pression, le président Lénine Moreno a pris la décision de quitter la capitale en avion. Il a transféré le siège du gouvernement à Guayaquil.
une ville côtière où les organisations indigènes sont peu présentes. Dans une allocution télévisée, il a indiqué que toutes les mesures économiques seraient maintenues et accusé le président vénézuélien Nicolás Maduro d'avoir activé un plan de déstabilisation. Donner son sperme peut coûter cher à un pompier londonien ayant accepté d'aider un couple d'amis de lesbiennes a été obligé par la justice britannique à verser une pension alimentaire. En effet, seuls les donneurs anonymes sont exemptés de leur devoir de paternité. L'homme a ainsi vu son compte en banque bloqué après avoir refusé de s'acquitter des pensions alimentaires pour les 2 enfants élevés par ses amis, désormais séparés. Comble de l'affaire, l'intéressé argue désormais que ses frais imprévus l'empêchent de faire des enfants avec sa propre compagne. Un cas qui ne manquera pas de pimenter les débats sur la loi de bioéthique au Sénat. L'Assemblée a eu une lueur. Mardi, les députés se sont exprimés à la majorité contre l'élimination des embryons issus de fécondation in vitro, porteurs de la trisomie 21. Une décision saluée par la fondation Le Jeune, néanmoins surprenante puisque l'incitation au dépistage prénatal est de rigueur en France. Gérard Collomb, bientôt investi par La République En Marche pour présider la métropole de Lyon. C'est en tout cas en sa faveur que semble peser la balance pour remplacer son principal concurrent et ex-remplaçant, David Kimmelfeld. Ce dernier a toutefois déclaré qu'il se présenterait sur une liste dissidente s'il n'était pas investi. La décision finale n'a toutefois pas encore été arrêtée et dépendra en partie de la tête de liste pour la mairie de Lyon aux municipales prochaines. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Julien Aubert est député Les Républicains de Vaucluse. Il revient sur l'attaque terroriste à la préfecture de Paris, mais aussi sur la présidence des Républicains pour laquelle il est candidat. Il évoque également son ancien camarade de l'ENA, Emmanuel Macron, et la révolte des Gilets jaunes. Le problème de la droite, c'est que la droite, c'est l'ordre. Et donc, faut-il défendre l'ordre injuste, parce que en réalité, la demande des Gilets jaunes est juste. C'est une demande de souveraineté. C'est la demande de tous ceux qui se sont exclus à la fois du processus politique et économique de retrouver le contrôle de leur destin. Ou est-ce qu'il faut être du côté de cette demande sociale et donc d'être du côté du désordre ? Moi, je résumerai ma position. Je pense que les Gilets jaunes avaient raison. Et donc je suis du côté des Gilets jaunes. Je pense que les casseurs avaient tort. Et donc je suis contre les casseurs. Et je fais une distinction. Après, il y a eu une tentative de récupération qui a fonctionné parce qu'il y a eu une naïveté en réalité de ces Gilets jaunes qui n'avaient pas fait de politique et qui ont dit mais tous les politiques sont pareils, aucun d'entre eux ne peut nous défendre. Donc moi, les respectant, je n'ai pas voulu, si vous voulez, faire de la politique, aller les voir, pour pas entendre mais vous êtes comme tous les autres. Et puis ce soir, vous avez rendez-vous avec Perles de Culture. L'équipe cinéma évoque ceux qui travaillent, Ad Astra, Camille et Alice Elmer. Anne Brassier reçoit ensuite Pierre Dimecq pour son livre D'une jetée l'autre, puis Marie-Christine Serrouti-Sandrier, auteure de La Sainte Vierge d'une féministe. Tout de suite, La France de Campagnol avec Christian Combaz et Mes libertés politiques de François Billot-Leclerc. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Si je me souviens bien, je vous ai parlé de 2 ou 3 vendeurs itinérants qui font les marchés, les places de village, etc., les vides-greniers. Sans parler de Gustave, qui est bouquiniste, mais qui ne se déplace pas beaucoup, ou uniquement pour les événements liés au livre. Mais il ne s'agit donc pas de lui. Pour le sujet du jour, je ne vous dirai pas de quel petit vendeur il s'agit, ni ce qu'il vend, pour ne pas compromettre sa stratégie personnelle vis-à-vis du fisc. Car, autant vous le dire, la chronique de Campagnol est suivie localement, donc elle peut l'être éventuellement par le percepteur. De quoi s'agit-il ? Eh bien, d'une simple réflexion de départ que j'ai faite à mon vendeur de marché,
âgé là, et la quarantaine, les grands cheveux, etc. Je me suis attardé devant son étal et puis j'ai vu son téléphone portable à côté de la caisse en métal et puis des différents petits ustensiles de sa profession. Et je me suis aperçu que c'était un Nokia 3300 bleu et gris, vous savez, le téléphone tout dodu qui ressemblait à un petit pain avec un écran à cristaux liquides. Le genre d'il y a 20 ans, 25 ans, et j'ai cru intelligent de plaisanter sur ce sujet en lui disant, ben voilà, un téléphone qui trahit ton âge, hein. C'est comme les gens qui ont une adresse email en AOL ou Wanadoo, ben on sait tout de suite qui c'est. Et là, il me répond, cet objet est de plus en plus convoité dans le commerce itinérant, et tu sais pourquoi? Eh ben, parce que déjà, on a du signal presque partout, puisqu'on est en 2G, alors que ton smartphone, là, qui ressemble à un tableau de bord d'avion, eh ben, il est muet dans la plupart des vallées d'ici, parce qu'il est en 4 ou en 3 ou en 4G. Ensuite, mon métier est assez salissant, me dit-il, je fais tomber le téléphone 3 fois par jour, donc là, j'ai aucune crainte, je risque pas de le casser. Et surtout, il a mimé là le type qui vous fait une confidence à l'oreille dans les bandes dessinées, mais surtout, je peux comme ça échapper au flicage permanent parce que dans le milieu des marchés, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pas envie de vérifier, le fisc peut avoir la trace de tous tes déplacements avec le jour et l'heure, et s'il voit que tu bornes avec ton téléphone sur tous les marchés de la région et tous les jours de la semaine, y compris en nocturne, eh bien il t'applique un chiffre d'affaires théorique pour t'imposer non pas ce que tu as vraiment gagné, mais sur ce qu'il pense ou croit que tu as gagné. Et là, tu n'as pratiquement aucun recours et aucune chance d'en échapper. Alors je lui dis, alors on parle de parano, tu crois qu'ils vont perdre leur temps à surveiller un type comme toi? Et il me dit, non seulement je le crois, mais j'en suis sûr, dans ce monde des inspecteurs enquêteurs du fisc, il y a des vrais malades qui se prennent pour le commissaire Moulin et qui ont complètement perdu de vue le sens et l'objet de leur métier, qui est de ramasser de la thune là où il y en a. Donc si possible aux Bahamas. Alors que là, ils font la planque pendant 2 heures, ils te fliquent nuit et jour pour ramasser quoi? 1000 € de plus. Et ça pendant que leur service, leurs déplacements, leurs obsessions à ton sujet coûtent à la nation 5000 au moins. Eh bien, mettons que les 4000 de différence, c'est le prix de leur perversion personnelle. Ce sont des chasseurs, des viandards. Ils adorent la traque, le goût du sang, et ils empoisonnent la vie des gens comme moi, comme Colombo, quand il dit « Attendez, madame, il y a un détail qui me chagrine là ». Eh ben, c'est vrai que je fais un peu le black, il n'y a pas de doute, mais les meilleurs mois, je plafonne à 2000. Alors, je te laisse juger si ça vaut le coup d'emmerder un petit vendeur des rues comme moi. J'ai oublié de vous dire que sur le tableau de bord là, de son transit, il y a un gilet jaune. Mais ça, vous l'auriez deviné. En revanche, Bercy, apparemment, ne l'a pas encore remarqué. Abonnez-vous, merci. Inutile de jouer la surprise, il fallait bien s'y attendre. La simple annonce de la présence d'Éric Zemmour à la convention de la droite du 28 septembre donnait déjà des gorges chaudes à toute la caste journalistique et des palpitations à l'ensemble du monde politiquement correct. Vaste aéropage allant de Clémentine Autain à Valérie Pécresse. Une fois son discours prononcé, ce fut le déchaînement, l'hystérie, une débauche d'énergie telle qu'on n'en avait pas vu depuis la charge de la cavalerie napoléonienne à Eylau. Sus à l'ennemi. Et encore, c'est leur faire trop d'honneur que d'esquisser pareille comparaison. Disons plutôt que tous se sont abattus sur le polémiste comme une pluie de sauterelles sur la moisson trop belle. Faites-le taire, bâillonnez-le. Ils auraient aimé dire « embastillez-le ». Mais cela aurait fait désordre au pays de la liberté. La liberté, parlons-en. On sait depuis la Révolution française et Saint-Just, et Zemmour était bien le premier à le rappeler dans son discours, qu'elle n'existe pas pour les ennemis de la liberté. Personne ne s'y est trompé. L'intervention du journaliste a frappé très fort, mais surtout très juste. Éric Zemmour a atteint un degré de maturité particulièrement remarquable qui a fait craindre le pire aux gardiens du temple. Des rumeurs s'étaient déjà répandues au moment des européennes. Et s'il allait plus loin?
S'il entrait en politique et si les centaines de milliers de lecteurs du Suicide français lui donnaient raison et lui apportaient leur suffrage? De cela, il ne saurait être question. Il faut donc couper le mal à sa racine. Il faut tenter de le faire taire. Il faut aller au procès une fois encore. Des centaines de saisies du CSA, rien que ça, et l'ouverture d'une nouvelle enquête judiciaire, bien sûr. La Société des journalistes du Figaro, respectable quotidien qui respecte aujourd'hui un peu, beaucoup, passionnément le politiquement correct, s'est désolidarisée du prétendu coupable et demande son éviction. RTL ne fait ni une ni deux et supprime sa chronique matinale qu'il avait réussi à conserver par on ne sait trop quel miracle. Zemmour est coupable d'avoir, une fois de plus, mis des mots sur ce que nos dirigeants refusent avec obstination de nommer, le mal qui gangrène la France et lui fait perdre son âme, l'immigration adossée à l'islam. Comme un fait exprès, au moment de ce tohu-bohu médiatique, une attaque à la préfecture de police de Paris fait 4 morts. Le coupable, un agent administratif, était un converti récent à l'islam, était armé d'un couteau et avait hurlé Allah Akbar quelques heures avant son acte de guerre. Pourtant, Zemmour mérite un procès. Le processus engagé depuis tant d'années déjà prend des proportions dramatiques aujourd'hui. Nous vivons, sous nos yeux, une cristallisation totalitaire drapée de tous les oripeaux de la bonne conscience. À titre d'exemple, la loi de finances 2020, en discussion cette semaine, s'apprête à entériner la surveillance de nos modes de vie dans les moindres détails par Facebook au service du fisc et bien sûr de la censure. Nous sommes encore vaguement tolérés, comme nous l'a expliqué l'ineffable Aurore Berger, qui entend protéger comme une espèce en voie de disparition les couples hétérosexuels qui souhaiteraient faire des enfants, quelle idée saugrenue, par la voie la plus charmante qui soit, la voie naturelle. Chère Aurore, je vous le dis galamment, ce n'est pas avec vous que j'ai vraiment envie de faire des enfants par la voie naturelle. Cela dit, Aurore ou pas, nous entrons à grands pas dans un régime totalitaire et tout est déjà écrit depuis bien longtemps. Nous devons donc agir par tous les moyens, non pas pour revenir sur telle ou telle loi, mais pour hâter la fin de ce régime politico-médiatique dictatorial. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.